Un dimanche en politique, c'est notre grand angle. La réforme des retraites en France et cette bouffée d'oxygène pour l'exécutif. Le Sénat a voté le texte la nuit dernière, quelques heures après une journée de mobilisation qui a été moins suivie que les 6 autres, mais rien n'est gagné, je vous le disais. On en parle avec notre invité Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci d'être avec nous. Alors nous allons décrypter ensemble cette nouvelle séquence politique. Je rappelle que le porte-parole du gouvernement, donc Olivier Véran, assure que le gouvernement n'utilisera pas le 49.3, on va y revenir avec vous, mais d'abord, retour sur cette nuit, la nuit dernière, et les sénateurs qui disent oui au texte. Peggy Moget. Pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Il est 23h30 hier, le Sénat vient d'adopter et à une large majorité la réforme des retraites. Un premier succès législatif pour le gouvernement, comme en témoigne le sourire de soulagement du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Merci à tous. Un succès qui n'aurait pas été possible sans le vote des sénateurs Les Républicains, qui se félicitaient plutôt d'avoir réussi à modifier le texte en actant par exemple la création d'un CDI senior. C'est notre réforme, c'est ici qu'elle est née. Nous la voterons parce que nous l'avons modifiée. C'est notre texte que nous allons voter. La droite applaudit, les socialistes font grise mine. Patrick Kanner, président du groupe, quitte l'hémicycle sans prendre la parole. L'adoption du texte intervient après une 7e journée de mobilisation en forte baisse dans les cortèges. Reste désormais le vote crucial de l'Assemblée nationale jeudi prochain. Et cette question, quelle sera l'attitude des députés Les Républicains ? Selon nos derniers comptages, 35 d'entre eux seraient prêts à voter la réforme. 15 y seraient opposés, 10 restent indécis à ce jour. Une incertitude qui pourrait contraindre le gouvernement à utiliser le 49.3. Je crois que le gouvernement n'a pas envie du 49.3. Dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale, alors je reconnais que les arguments contre l'utilisation du 49.3 sont très forts. Prochaine étape, la commission mixte paritaire mercredi. L'intersyndicale a choisi cette date pour appeler à une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Et Elisabeth Borne a salué une étape importante de franchie. Alors, est-ce qu'elle peut se réjouir ou pas? Et c'est vrai qu'il y a eu ce mini-conseil de ministres aujourd'hui un peu impromptu, avec cette déclaration d'Olivier Véran qui dit non, on n'utilisera pas le 49.3. En fait, ils reprennent de la confiance? Oui, c'est-à-dire qu'il y a probablement des signaux assez positifs au sein de la majorité. Il faut voir qu'il y a 2 enjeux pour le gouvernement. Le premier enjeu, évidemment, c'est que les députés de l'opposition qui peuvent voter cette réforme, notamment les députés LR, eh bien, la votent et soient assez nombreux à la voter. On sait que tous les députés LR ne la voteront pas. Et ensuite, que la majorité soit assez mobilisée. Parce qu'en réalité, il ne faut pas avoir 289 députés théoriquement pour la voter, cette réforme. Il faut avoir plus de députés que l'opposition le jour J en séance. On pense que le RN va être très mobilisé, de même pour la NUP. Est-ce que les députés macronistes qui se seront fait peut-être remonter les bretelles dans leur circonscription seront également présents? Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y en a certains, comme Barbara Pompili, l'ancienne ministre, qui a dit qu'elle ne voterait pas. Il y a certains députés macronistes qui ne la voteront pas. Il y a quelques députés MoDem également qui ont dit qu'ils ne la voteraient pas. Et puis il y a ceux qui auront piscine, aquaponie, bref, autre chose ce jour-là, parce qu'il s'agira justement de ne pas se mettre en porte-à-faux avec leurs électeurs. Et s'il y en a trop qui font ça, eh bien le gouvernement peut être battu. Donc pour l'instant, le 49 alinéa 3, il est considéré comme n'étant pas utilisable par le gouvernement. Si le jour J, il n'y a pas assez de voix, eh bien entre le 49 alinéa 3, qui est un problème pour un gouvernement, et une défaite politique majeure que serait le rejet du texte, il y a toujours possibilité de le dégainer à n'importe quel moment pour Elisabeth Borne. Juste avant le vote, elle a toute l'attitude. Si c'est décidé, si c'est annoncé en Conseil des ministres, c'est ça. Il y a simplement besoin d'une délibération en Conseil des ministres qu'on ne connaîtra pas en réalité parce qu'il n'y a même pas réellement besoin que ce soit public. Il faut que mercredi matin, lors du Conseil des ministres, on évoque le mot 49 alinéa 3, que ce soit tenu par le secrétaire général du gouvernement. Et une fois que c'est écrit, eh bien Elisabeth Borne, n'importe quel moment avant le vote, peut arriver devant les parlementaires et dire maintenant 49 alinéa 3. Donc soit vous me renversez, soit vous décidez d'accepter la réforme. Alors Jordan Bardella a évoqué des discussions à l'Assemblée nationale sur une éventuelle motion de censure commune aux oppositions, justement si en cas de 49.3, est-ce que
Vous pensez que c'est possible, une union sacrée du Rassemblement national avec la NUP, avec d'autres membres de l'opposition? Alors, une motion de censure qui serait votée par les deux groupes, c'est pas impossible. En revanche, qu'elle ait une majorité, ça c'est beaucoup moins évident. Il faut voir ce qui se passe depuis le début de la législature. La NUP dépose des motions de censure qui sont en règle générale votées par le RN, même si la NUP fait tout pour que l'intitulé de la motion de censure n'entraîne pas de vote du RN. Le RN dépose ses motions de censure, mais ces motions de censure ne sont pas votées par la NUP. Or, pour qu'une motion de censure passe, il vous faut 289 voix pour. Il faut que la moitié des membres du Parlement, pas la moitié de ceux qui votent, la moitié des membres, 289, votent la motion. C'est-à-dire que les abstentions comptent pour le gouvernement. Si les oppositions ne votent pas leur motion de censure mutuelle, eh bien ça ne peut pas passer. Là, il semble se dessiner une motion de censure qui viendrait plutôt de groupes plutôt centristes. Quelques LR, quelques Lyotte, c'est un groupe un peu attrape-tout au centre du Parlement, quelques NUP, mais plutôt des PS, etc. Bref, une motion qui pourrait être votée et par le RN et par la NUP, avec d'autres voix qui viendraient d'ailleurs. Mais pour qu'elle passe, cette motion, il faudrait qu'une proportion importante des députés LR la vote. Or, Éric Ciotti a dit que LR allait soutenir la réforme, donc par définition, n'allait pas voter la motion de censure. Et le texte qui va arriver devant les députés, ça va être un texte essentiellement élaboré, retravaillé par la droite sénatoriale. Donc un texte qui est clairement emprunt par LR. Donc ce faisant, il y a assez peu de chances que ce texte, qui fera un meilleur score que ses prédécesseurs, emporte malgré tout la chute du gouvernement. On va faire beaucoup de politique fiction. D'ailleurs, pendant 4 jours, je pense que tout le monde va écouter et faire de la politique fiction. Si cette motion, vous nous avez expliqué que c'était vraiment presque pas possible, mais si elle passe, qu'est-ce qui se passe? Alors, Emmanuel Macron a plusieurs choix. D'abord, on a un gouvernement qui tombe. Emmanuel Macron peut décider simplement que ce gouvernement tombant, il renomme Elisabeth Borne avec un nouveau gouvernement. À voir si une nouvelle motion de censure passe. En tout cas, le texte, lui, est mort. Il ne passe pas. Il faudrait recommencer la chose du début, ce qui serait très coûteux politiquement. Emmanuel Macron pourrait choisir un nouveau Premier ministre également. La dernière solution, c'est évidemment la dissolution. Il n'y a eu qu'une motion de censure qui est passée sous la Ve République, celle du 2 octobre 62. De Gaulle a derrière tout de suite dissous. Néanmoins, quand vous regardez les résultats des élections partielles, etc., aujourd'hui, s'il y avait dissolution, il n'est pas évident que le Parlement serait plus favorable à Emmanuel Macron. Donc cette possibilité-là, cette arme qu'a Emmanuel Macron aujourd'hui dans ses mains, elle est quand même très très émoussée. Alors Benjamin Morel, on va aussi revenir sur cette fameuse commission mixte paritaire, vraiment avec 7 députés, 7 sénateurs, la majorité et les LR ont la main. Comment ça va se passer? C'est très court en fait, ils se retrouvent mercredi. C'est ça. Et donc, ils sont 7-7 et en plus avec leurs suppléants, il faut absolument trouver un accord? Alors, il ne faut pas absolument trouver un accord, mais si vous n'en trouvez pas, ça veut dire dernier mot à l'Assemblée nationale. Et donc là, tout le travail du Sénat est remis en cause. Et évidemment, si vous voulez acheter la fidélité du groupe LR à l'Assemblée, revenir sur ce qu'a fait le Sénat, c'est un tout petit peu compliqué. Donc il faudra qu'il y ait une conclusion. Il ne faut pas se leurrer, ça commence évidemment mercredi à 9h. Mais avant, il va y avoir des pré-discussions. On va discuter, on va échanger, parce qu'au sein de cette commission mixte paritaire, le gouvernement n'est pas présent. Donc le gouvernement a plutôt intérêt à préparer le terrain, à le baliser. Les coups de fil vont fuser entre Bruno Retailleau notamment, parce que c'est quand même la droite sénatoriale qui là-dessus est à la manœuvre, et de l'autre côté Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, pour arriver à trouver un texte commun. Ensuite, 7 députés, 7 sénateurs, il faut arriver à trouver un texte qui puisse être adopté et au Sénat et à l'Assemblée nationale, et donc un texte qui, de facto, sera quand même marqué par le sceau du groupe LR au Sénat. Mais pour comprendre cet accord, encore une fois, est-ce qu'il faut une majorité des 7 sénateurs, des 7 députés? Comment ça fonctionne? Alors, il faut la majorité dans les deux groupes, dans le groupe Sénat et le groupe Assemblée nationale. Il faut bien comprendre que quel est l'objectif de ce texte? L'objectif, c'est que vous avez le texte qui a été voté au Sénat et vous pouvez le changer tout ce que vous voulez. C'est assez magique en réalité, parce qu'il y a des parties qui ont été à peine vues par les deux assemblées, étant donné que d'un côté, on n'a pas été jusqu'à l'article 3, et puis de l'autre côté, on a eu un vote bloqué des articles 8 aux articles 20. Donc les chambres n'ont pas vraiment eu l'occasion de modifier une grosse partie de ce texte. Et là, on va pouvoir tout revoir, tout remettre sur le tapis, tout modifier, et le texte qui va en sortir, l'objectif, c'est qu'il ait une majorité dans les deux chambres. Et donc il faut que la droite sénatoriale s'y rallie, parce que sans ça, pas d'adoption. Et il faut que la majorité de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ensemble avec le soutien de LR, puisse s'y rallier également. Et c'est là que les tractations vont être compliquées, parce que la version LR
version Bruno Retailleau, c'est pas une version qui plaît à tout le monde dans la majorité, notamment de députés de centre-gauche qui viendraient plutôt de Renaissance ou du Modem. Et la mobilisation, on l'a vu hier, était moins importante. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que selon un sondage qui est paru hier, notamment chez nos confrères de BFM, 63% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme, 54% soutiennent le recours à la grève et au blocage de certains secteurs. Et pourtant, on a l'impression que ça ne prend pas. Du point de vue des mobilisations, en réalité, c'est jamais ce qui a vraiment fait reculer un gouvernement. Donc ça permet de faire une forme de turnover. Il y a quand même eu des mobilisations importantes. Les mobilisations, les samedis, ne sont jamais très très porteuses. Donc là, c'est pas forcément une très très bonne jauge. Le dernier samedi, c'était quand même près de 90 000 personnes à Paris. Il y avait plus de personnes en effet que hier, mais malgré tout, on reste sur des jeux. L'objectif des samedis, c'est de faire rouler les manifestants, d'avoir des manifestants qui ne sont pas là la semaine. Donc il s'agit d'élargir quelque peu la mobilisation. Le vrai problème pour le mouvement social n'est pas tant le relativement peu de personnes dans la rue hier, c'est le fait qu'il n'y a pas de blocage. La France n'est pas à l'arrêt. Or, quand vous voulez rentrer dans un rapport de force avec un gouvernement pour un mouvement social, vous avez deux outils. Les enquêtes d'opinion qui doivent manifester un soutien, sinon ça ne peut pas marcher. Et de l'autre côté, ce qui est le cas, et là-dessus de longue date, depuis le début du mouvement, depuis le début de l'annonce de cette réforme, et ensuite une capacité de blocage. Parce que si vous avez une capacité de blocage, là, en effet, vous pouvez rentrer dans un bras de fer. Or, aujourd'hui, les blocages sont relativement limités, d'où le fait que le bras de fer n'a pas lieu. Il y a eu cette fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron qui a reçu une lettre des syndicats demandant d'être reçu. Maintenant, les syndicats veulent un référendum. Alors Emmanuel Macron a répondu, mais il a dit non, une fin de non-recevoir. Emmanuel Macron, il ne peut plus, il ne peut pas reculer. Et là, ça semble clair, net et précis. Et il ne peut pas reculer, parce que s'il reculait, évidemment, politiquement, ce serait désastreux pour lui. Et par ailleurs, aujourd'hui, tout est négocié et négociable avec LR. Et donc, il est en position de force. Il est en position de force vis-à-vis du mouvement social et son vrai problème est d'avoir une majorité à l'Assemblée, donc avec les Républicains. Donc, si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas tant de juguler le mouvement social, plutôt le texte serait adopté, plus l'espoir du gouvernement de voir ce mouvement s'éteindre avec le vote définitif de la loi, approchera. Ensuite, est-ce que vraiment ce mouvement s'éteindra avec la fin de cette loi ? Est-ce que réellement on aura ensuite une canalisation du mouvement qui ne se sera concentrée que sur les retraites et des manifestants qui ne seront pas dans une situation de colère qui fera que le mouvement s'étendra sur d'autres sujets ? C'est ça le danger. Le gouvernement parie que, lors du vote final, on aura également une extinction du mouvement. Bien sûr, on va suivre ça avec attention. Juste un petit mot, les Républicains n'en veulent pas au gouvernement. Après l'incident qui s'est passé, ces fameux bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti contre Olivier Marleix, alors ça n'avait rien à voir avec la réforme. Est-ce que ça montre aussi une certaine... on a senti que c'est très tendu dans les hémicycles, mais qu'est-ce que ça dit ? Alors, il y a une vraie tension. Alors, il y a un cas peut-être Éric Dupond-Moretti, mais au-delà de ça, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée, on avait tous évidemment le regard arrivé vers le Sénat, mais on a vu des choses importantes se passer. On a eu une proposition de loi de Horizon rejetée par la majorité, une proposition de loi Renaissance rejetée par le Modem. Horizon avait quitté l'hémicycle et beaucoup de députés Renaissance n'avaient pas voté pour cette proposition de loi d'Aurore Bergé. Donc ça montre qu'au sein même de la majorité, il y a des tensions. Que LR est un partenaire qui est clairement dans l'opposition et aujourd'hui est dans un rapport relativement d'alliance conjoncturelle avec le gouvernement sur la réforme des retraites, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée qu'il y aurait une majorité stable au Parlement est très très loin d'être acquise, fut-elle même une majorité relative. Merci Benjamin Morel d'avoir participé à ce dimanche en politique.